Monsieur le recteur, monsieur le conseiller du président de la République, chers et chers collègues, cher Nancy Fraser, je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette 38e conférence Marc Bloch. C'est un honneur que vous faites à l'École des hautes études en sciences sociales. Je crois aussi une preuve d'amitié et un geste de fraternité intellectuelle. Vous êtes depuis 1995 professeur à la New School for Social Research à New York, une institution dont les liens avec l'École des hautes études sont multiples. Créée en 1919 par un groupe de professeurs de Columbia, parmi lesquels Charles Bird, Thorstein Veblen ou John Dewey, la New School visa d'emblée à réunir les sciences sociales dans un projet à la fois intellectuel et démocratique, en réaction au repli nationaliste et aux menaces sur la liberté de la recherche que représentait le serment de loyauté envers les institutions fédérales que des universités imposèrent alors à leurs professeurs. Le projet de la New School, influencé par celui de la London School of Economics ou par l'École libre des sciences politiques d'alors, inspira les fondateurs de l'EHESS. Le lien fut fait en particulier par l'université en exil, refuge créé par la New School en 1933 pour des milliers d'intellectuels et de savants européens fuyant le nazisme ou le fascisme, qui fut maire de l'École libre des hautes études, elle-même à travers de grandes figures comme Claude Lévi-Strauss ou Alexandre Coiré, en partie à l'origine de l'EHESS. Ces projets indissolublement scientifiques et politiques doivent nous rester en mémoire aujourd'hui, à l'heure où les systèmes universitaires en France comme dans d'autres pays européens connaissent des réformes profondes. Les nouvelles institutions qui émergent en France permettront-elles de former des femmes et des hommes libres capables de construire une société démocratique et émancipatrice des plus modestes ou des marginalisés, une société respectueuse de tous les choix de vie pacifiques, à l'abri des dérives violentes telles que celle qui vient encore de frapper Orlando, après Paris et bien d'autres lieux récemment. Ces nouvelles institutions auront-elles, comme l'ont encore la New School et l'EHESS, et nous y consacrerons un colloque commun cet automne, auront-elles à cœur de mieux accueillir les exilés du Proche-Orient, d'Afrique, ou les résistants aux politiques anti-intellectuelles ou antidémocratiques que l'on voit apparaître aux portes de l'Europe, voire en son sein? Sauront-elles résister aux pressions politiques ou financières qui peuvent apparaître demain au gré des élections ou de l'émergence d'entreprises géantes manipulant les données massives produites par Internet? Permettront-elles de réunir jeunes intellectuels de tout pays et travailleurs de toute profession ambitionnant d'apprendre ensemble à analyser et critiquer leur société et à inventer des solutions pour l'améliorer? Favoriseront-elles la coopération entre mouvements sociaux et monde savant, sans laquelle ce dernier pourrait se replier dans une tour d'ivoire stérile? Ou risque-t-elle de renforcer la tendance de la société à adopter une attitude purement utilitariste envers les savoirs que nous développons? À toutes ces questions, qui ne sont pas directement les vôtres, mais plutôt les miennes et celles de beaucoup de collègues de cet amphithéâtre, votre réflexion, chère Nancy Fraser, nous aide à chercher des réponses. En effet, votre travail philosophique n'est pas de ceux qui se satisfont de l'approbation polie ou même enthousiaste de quelques spécialistes, voire de la seule communauté philosophique universitaire, même si celle-ci vous reconnaît comme une membre éminente, puisque vous serez l'an prochain présidente de l'Association philosophique américaine, dans sa division Est du moins, qui n'est certes pas une seconde division. Vous affirmez résolument que les savants et les intellectuels doivent s'intéresser aux grandes questions de leur temps, et vous en donnez l'exemple dans vos travaux comme dans vos engagements, en conformité avec la grande tradition pragmatiste américaine qui a tant insisté sur l'interdépendance entre la théorie et la pratique. Votre travail philosophique a été marqué profondément, vous le revendiquez, par votre engagement pour les droits civiques, contre la guerre du Vietnam ou dans des mouvements féministes. Ces engagements vous permettent des intuitions que vous mettez à distance et analysez ensuite en vous appuyant sur un vaste outillage conceptuel. Peut-être, grâce à l'héritage philosophique européen, continental, et notamment allemand, dont la New School est aux États-Unis le gardien, depuis l'expérience de l'université en exil, vous êtes en effet une passeuse entre des traditions philosophiques très différentes. Votre œuvre dialogue avec
Michel Foucault, Jürgen Habermas, Axel Honneth, comme avec Richard Rorty, avec la philosophie critique ou féministe, comme avec la philosophie politique classique. Elle est ouverte à l'anthropologie d'un Polanyi, à la sociologie d'un Bourdieu, à l'histoire ou à l'économie. Vous veillez ainsi à relier les traditions philosophiques. Par exemple, votre féminisme est ouvert à toute pensée tendant à surmonter la subordination des femmes, mais aussi au dialogue avec les auteurs non féministes pour éviter, vous l'avez écrit, une séparation de la philosophie féministe comme de la philosophie critique en général par rapport à l'ensemble de la philosophie et des analyses théoriques de la société. Surtout, votre œuvre ambitionne des synthèses d'un niveau de plus en plus élevé, articulant des domaines ou des champs de la réalité qui restent trop souvent étudiés séparément. Ainsi, quel que soit l'objet dont vous traitez, vous tentez toujours d'articuler dans votre analyse tant les transformations de l'économie, ainsi de votre analyse de la situation actuelle des femmes dans la nouvelle économie de la flexibilité, que celle de la politique ou de la culture. Ceci vous conduit à insister sur l'importance de maintenir la question de la redistribution des revenus dans l'agenda politique, à côté de celle de la parité de représentation dans la vie publique ou de celle de la reconnaissance égale des choix culturels individuels. Votre projet, héritier des Lumières et de la grande tradition des sciences sociales, dont se revendique aussi le HESS, vise ainsi à concevoir une société de l'émancipation des individus dans ces trois domaines dont aucun ne saurait être oublié, sauf à mettre en danger le projet émancipateur tout entier. Cette ambition synthétique vous a amené à croiser, en particulier lorsque vous avez bénéficié d'une chaire Blaise Pascal à l'école en 2008-2010, ou comme actuellement d'une chaire du Collège d'études mondiales, nombre de collègues de l'École des hautes études. École au sein de laquelle, d'ailleurs, des projets comme la théorie de la régulation ou la sociologie des régimes d'action ne sont pas sans parenté avec le vôtre. Sur le féminisme également, vos analyses dialoguent avec celles de collègues de l'école, de Nicole Claude Mathieu, de Marie-Elisabeth Handemann ou Rosemarie Lagrave. Comme beaucoup de collègues ici, vous discutez avec les historiens, par un souci légitime d'ancrage historique des régimes sociaux cohérents successifs dans lesquels s'incarnent et se fondent vos propositions théoriques, mais vous le faites sans nostalgie du passé, par exemple en soulignant le caractère patriarcal de nombre des États-providence, parfois idéalisés, à l'heure où ils sont remis en cause, sans ignorer pour autant les risques pour le futur que crée la libération des forces démiurgiques que l'on peut voir à l'œuvre dans le capitalisme financier contemporain. Vous êtes soucieuse de l'articulation entre économie, société et environnement, une des grandes questions de notre temps, mais aujourd'hui vous allez nous parler d'une question moins mise en avant et qui n'est pas moins importante parmi les contradictions sociales du capitalisme contemporain, puisque vous précisez en sous-titre de la famille, du féminisme et de leur relation avec le néolibéralisme. Les contradictions sociales du capitalisme contemporain devraient être au centre de l'analyse de davantage d'entre nous, tant la situation économique, on le voit particulièrement en Europe, pèse sur les décisions politiques et sur les productions culturelles d'une manière peut-être plus forte que jamais, et ce, malgré l'extraordinaire enrichissement du monde qui aurait dû, depuis 50 ans, le libérer de la pauvreté et de la servitude. La crise de 2008 a provoqué un sursaut de prise de conscience des tensions à l'œuvre entre économie et société, mais sans déboucher sur rien de bien concret jusqu'à présent, qu'une inquiétude un peu abstraite envers les inégalités, surtout aux États-Unis. Mais les liens entre la reproduction sociale, puisque c'est ainsi que vous l'appelez, et le capitalisme, liens qui ont été observés au moins depuis Marx, sont souvent oubliés, sauf peut-être chez quelques historiens de la longue durée, comme Hayami au Japon ou Yann de Vries aux États-Unis, mais avec la modestie qui caractérise généralement cette profession. Je suis donc, chère Nancy Fraser, comme vos nombreux amis à l'EHESS et tous les amis de l'EHESS ici réunis, très désireux, très curieux de vous entendre, et vous passe enfin la parole, non sans vous remercier une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie très chaleureusement pour cette introduction très généreuse et j'appréciais surtout les remarques sur les liens entre le New School
et le EHESS. Je trouve que c'est absolument vrai et j'espère que ces liens soient fortifiés dans les ans qui viennent. Bon, je commence en vous disant que on entend beaucoup parler aujourd'hui de la crise du care, souvent associée aux notions de pénurie de temps, d'équilibre famille-travail et d'affaiblissement social. Cette expression fait référence aux pressions qui, de nos jours, s'exercent sur toute une série de capacités sociales essentielles, à savoir la mise au monde et l'éducation des enfants, la sollicitude envers amis et membres de la famille, la tenue des foyers et des communautés sociales, ainsi que plus généralement la pérennisation des liens sociaux. Historiquement, ce travail de reproduction sociale, comme j'entends le nommer, a été assigné aux femmes, bien que les hommes soient aussi toujours en partie chargés. Étant à la fois affectif et matériel, souvent non rémunéré, c'est un travail indispensable à la société. Sans cela, il ne pourrait y avoir ni culture, ni économie, ni organisation politique. Toute société qui fragilise systématiquement la reproduction sociale ne peut perdurer longtemps. Et pourtant, c'est aujourd'hui précisément ce qu'est en train de faire une nouvelle forme de société capitaliste. Il en résulte, comme je m'apprête à l'exposer, une crise majeure, pas simplement du care, mais de la reproduction sociale au sens large. Cette crise est, à mes yeux, l'une des composantes d'une crise générale qui comprend d'autres composantes économiques, écologiques et politiques, qui toutes s'intercroisent et s'exacerbent réciproquement. La composante reproduction sociale est une dimension importante de cette crise générale, bien qu'elle soit souvent négligée dans les débats actuels, qui sont avant tout centrés sur ses composantes économiques et écologiques. Ce séparatisme critique pose problème. La composante sociale est à ce point centrale dans la crise plus large que si l'on fait abstraction de celle-ci, les autres composantes ne peuvent être comprises. Mais l'inverse est tout aussi vrai. La crise de la reproduction sociale ne se produit pas de manière autonome et elle ne peut donc être correctement appréhendée indépendamment des autres composantes. Comment faire alors pour la comprendre? Ma conviction est que la meilleure interprétation de la soi-disant crise du care est qu'elle est l'expression des contradictions socio-reproductives du capitalisme financiarisé. Il en découle deux idées. Tout d'abord, les pressions actuelles exercées sur le care sont tout sauf accidentales. Elles ont au contraire les racines systémiques profondes dans la structure de l'ordre social actuel que j'appellerais capitalisme financiarisé. Toutefois, et c'est mon second point, la crise actuelle de la reproduction sociale est la preuve qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du capitalisme, non seulement dans sa forme financiarisée actuelle, mais aussi dans la société capitaliste en tant que telle. Telles sont les thèses que je vais donc développer ici. Et si je reviens à mon second point, j'affirme que toute forme de société capitaliste a, solidement ancrée en elle, une tendance à la crise ou contradiction socio-reproductive. D'un côté, la reproduction sociale est une condition de possibilité de l'accumulation du capital sur la longue durée. De l'autre, la propension du capitalisme à l'accumulation sans limite tend à déstabiliser les processus mêmes de reproduction sociale sur lesquels il repose. Je soutiens que cette contradiction socio-reproductive du capitalisme
est à la racine de la soi-disant crise du Caire que nous connaissons aujourd'hui. Bien qu'intrinsèque au capitalisme en tant que tel, elle a pris des formes diverses et distinctes en fonction des différentes sociétés capitalistes qui sont succédées historiquement. Par exemple, le capitalisme libéral du XIXe siècle, le capitalisme géré par l'État de l'après-guerre ou le capitalisme néolibéral financiarisé de notre époque. Les déficits du Caire que nous connaissons aujourd'hui sont l'incarnation de cette contradiction dans cette troisième et plus récente phase. J'entends dans cette conférence développer cette hypothèse en 3 points. Tout d'abord, j'exposerai la contradiction sociale du capitalisme en tant que tel, sans faire référence à aucune de ses formes historiques spécifiques. Ensuite, j'esquisserai la façon dont s'est matérialisée cette contradiction dans les 2 premières phases du développement capitaliste que j'ai évoquées plus haut. Enfin, je vous proposerai ma lecture de ce qu'on appelle aujourd'hui les déficits du Caire comme étant l'expression de la contradiction sociale du capitalisme dans sa phase financiarisée actuelle. Bon. La majorité de ceux qui s'attachent à analyser les crises capitalistes se concentrent sur les contradictions internes à son économie. Il soutient qu'au corps du système économique capitaliste est à l'œuvre une tendance intrinsèque à l'autodéstabilisation qui s'exprime périodiquement par l'éclatement des crises économiques. Cette interprétation est, je pense, correcte, mais jusqu'à un certain point seulement. Il échoue en effet à rendre compte de l'ensemble des contradictions ou tendances aux crises inhérentes au capitalisme. En adoptant une perspective purement économiste, on apprend le capitalisme de manière trop restrictive, uniquement en tant que système économique. Je préfère au contraire élargir mon appréhension de capitalisme en incluant tant ses conditions officielles que ses conditions non économiques qui en forment le soubassement. Sous cette vision élargie du capitalisme nous permettent de conceptualiser correctement et partant de critiquer le capitalisme en tout l'éventail de ses tendances aux crises, y compris celles qui sont centrées sur la reproduction sociale. Je soutiens que le sous-système économique capitaliste est dépendant des activités de reproduction sociale qui lui sont externes et qui forment pourtant une de ses conditions de possibilité. Il existe bien sûr des autres conditions de possibilité, mais je ne les évoquerai pas ici. Je vais plutôt concentrer mon attention sur le fait que l'économie capitaliste repose sur, on peut même dire qu'il en profite totalement, les activités du care et d'interaction qui produisent et pérennisent les liens sociaux. Et ce, alors que le capital n'accorde à ces activités aucune valeur monétisée et qu'il les considère comme gratuites. Appelées indifféremment care, travail affectif ou subjectivisation, ces activités façonnent les sujets humains du capitalisme en les entretenant en tant qu'êtres naturels incarnés, mais aussi en les construisant en tant qu'êtres sociaux, étant donné que ces activités façonnent l'habitus et l'éthos culturel dans lesquels ils évoluent. La mise au monde et la socialisation des plus jeunes y occupent une place centrale, tout comme le soin apporté à la famille et à ses membres, la construction et la pérennisation des références communes, des dispositions affectives et des horizons des valeurs qui sous-tendent la coopération sociale. Dans les sociétés capitalistes, l'essentiel, mais pas la totalité de ces activités,
se déroule hors du marché, au sein du foyer, des quartiers, des associations de la société civile, des réseaux informels et par le biais des institutions publiques comme l'école. Et, dans la majorité des cas, mais pas tous, elles sont le fait d'un travail non rémunéré. Cette activité non rémunérée de reproduction sociale est nécessaire pour qu'existe le travail salarié et l'accumulation de la plus-value. Rien de tout cela ne pourrait exister en l'absence du travail domestique, de l'éducation des enfants, de l'école et d'activités affectives qui permettent la reproduction des nouvelles et actuelles générations de travailleurs, tout comme elles assurent la perpétuation des liens sociaux. La reproduction sociale est une condition de possibilité de la production économique dans une société capitaliste. Cependant, et depuis au moins l'ère industrielle, les sociétés capitalistes ont séparé travail de reproduction sociale et travail de production économique. Liant le premier aux femmes et le second aux hommes, ces sociétés ont rémunéré les activités reproductives par le biais de valeurs telles que l'amour ou la vertu, alors que le travail productif a, lui, été rémunéré en espèces sonnantes et trébuchantes. De cette manière, les sociétés capitalistes ont posé les fondements institutionnels de formes nouvelles et modernes de subordination des femmes. En excluant le travail reproductif du monde plus vaste des activités humaines dans lequel le travail des femmes avait auparavant sa place, il a été relégué à la sphère domestique, nouvelle institution dans laquelle l'importance sociale du travail des femmes a été occultée. Et dans ce nouveau monde où l'argent est devenu un moyen principal de pouvoir, le fait que le travail des femmes ne soit pas rémunéré a scellé son sort. Celles qui effectuent ce travail sont structurellement subordonnées à ceux qui gagnent de l'argent, quand bien même ce travail est une condition préalable au travail salarié. En général donc, les sociétés capitalistes séparent la reproduction sociale de la production économique, liant le premier aux femmes, tout en occultant son importance et sa valeur. De manière paradoxale toutefois, leurs économies officielles ont été rendues dépendantes de ces mêmes processus de reproduction sociale dont la valeur est minorée. Cette interrelation spécifique de séparation, dépendance, minoration entre production et reproduction est source intrinsèque d'instabilité potentielle. D'un côté, la production économique capitaliste n'est pas autosuffisante et doit s'appuyer sur la reproduction sociale. D'un autre côté, sa prédisposition à l'accumulation sans limite menace de déstabiliser les processus et capacités même de reproduction dont le capital a besoin, comme nous tous d'ailleurs. Dans la durée, la conséquence, comme nous le verrons, peut donc être la mise en danger des conditions sociales nécessaires à l'économie capitaliste. Il y a en effet une contradiction sociale inhérente à la structure profonde de la société capitaliste. À l'instar des contradictions économiques que les marxistes ont soulignées, cette contradiction sociale est également le fondement d'une tendance à la crise. Mais dans ce cas, la contradiction n'est pas située à l'intérieur de l'économie capitaliste, mais plutôt sur la frontière qui sépare et unit à la fois production et reproduction. N'étant ni intra-économique ni intra-domestique, c'est une contradiction entre ces deux éléments constitutifs de la société capitaliste. Il va de soi que souvent, cette contradiction reste dormante.
mais elle refait surface lorsque la proportion du capital à l'accumulation sans limite lui fait se détacher de ses assises sociales et se retourner contre elle. Dans ce cas, la logique de la production économique supplante alors celle de la reproduction sociale, provoquant la déstabilisation des processus sociaux, même dont dépend le capital. Ce qui est compromis alors, ce sont les capacités sociales, tant domestiques qu'en public, indispensables pour que l'accumulation puisse se faire sur le long terme. En détruisant les conditions de sa propre existence, la dynamique d'accumulation du capital se mord la queue, littéralement. Comme nous le verrons, c'est justement à un tel phénomène que nous assistons en ce moment. Bon, je me suis cantonnée pour le moment à expliquer d'une manière structurelle cette tendance sociale à la crise du capitalisme en soi. Cependant, il n'existe pas de société capitaliste en soi. Il n'y a que des formes ou régimes d'accumulation historiquement définis. Par conséquent, l'étape suivante de mon exposé consistera à historiciser la contradiction sociale du capitalisme en lien avec les phases spécifiques de son développement. En effet, l'organisation capitaliste de la reproduction sociale a subi des mutations majeures au cours de l'histoire, résultant souvent de mouvements de contestation politique. Dans les périodes de crise, notamment, les acteurs sociaux se livrent bataille autour des frontières délimitant économie et société, production et reproduction, travail et famille. Et parfois, ils réussissent à les déplacer. Ces luttes de frontières, comme je les ai appelées, sont aussi centrales dans les sociétés capitalistes que les luttes des classes analysées par Marx. Et les glissements qu'elles engendrent marquent des changements radicaux d'époque. Si l'on adopte un point de vue qui place au premier plan ces glissements, on peut distinguer au minimum 3 régimes d'articulation du couple reproduction sociale-production économique dans l'histoire du capitalisme. Le premier tronc est celui du capitalisme libéral au XIXe siècle, combinant exploitation industrielle dans son centre en Europe et expropriation coloniale dans sa périphérie. Ce régime tendait à laisser les travailleurs mettre en œuvre de manière autonome. Leur propre reproduction sociale reste hors des circuits de valeur monétisés. Les États se tenant à distance. Mais c'est aussi le moment où a émergé un nouvel imaginaire du foyer, forgé par la bourgeoisie, faisant de la reproduction sociale l'apanage des femmes au sein de la famille. Ce régime conclut l'idéal des sphères séparées, quand bien même on privait la majorité de la population des conditions d'accomplissement de cet idéal. Le second régime est celui du capitalisme géré par l'État du XXe siècle, fondé sur la production industrielle à grande échelle et le consumérisme domestique dans son centre, soutenu par la poursuite de l'expropriation coloniale et post-coloniale dans sa périphérie. Ce régime a internalisé la reproduction sociale à travers l'engagement de l'État et des entreprises dans la protection sociale. Faisant évaluer le modèle victorien de sphères séparées, ce régime promit ce qui de prime d'abord pouvait sembler plus moderne, l'idéal d'un revenu familial, même si, encore une fois, un nombre relativement limité de familles pouvait l'attendre. Le troisième régime est celui du capitalisme financiarisé et globalisé de notre époque. Les activités de production manufacturière sont délocalisées dans les régions à bas coûts salariaux.
Les femmes ont été intégrées à la main-d'œuvre salariée. Et enfin, le désengagement de l'État et des entreprises de la production sociale est encouragé. Et s'il y a bien externalisation des activités de care vers les familles et les communautés, mais dans le même temps, leurs capacités à le mettre en œuvre ont été atrophiées. Dans un contexte d'inégalité croissante, il en résulte une organisation duale de la reproduction sociale, marchandisée pour ceux qui peuvent payer, familialisée pour ceux qui ne le peuvent pas, l'ensemble se retrouvant enjolivé par l'idéal encore plus moderne de la famille à deux revenus. Dans chaque régime, donc, les conditions socio-reproductives de la production capitaliste ont revêtu une forme institutionnelle et se sont incarnées dans un ordre normatif à chaque fois différent. D'abord, les sphères séparées, puis le revenu familial et désormais la famille à deux revenus. En outre, dans chacun de ces cas, comme j'entends la démontrer, la contradiction sociale de la société capitaliste s'est incarnée différemment et s'exprimait différemment. Enfin, dans chacun de ces régimes, comme je le montrerai encore, la contradiction sociale a provoqué des formes différentes de lutte sociale. Lutte des classes, ça va sans dire, mais aussi lutte des frontières, imbriquées l'une à l'autre, mais imbriquées également à d'autres luttes, celles visant à l'émancipation des femmes, des esclaves, des peuples colonisés. Bon, tournons-nous tout d'abord vers le capitalisme libéral du XIXe siècle. À cette époque, les impératifs de production et de reproduction semblaient être en contradiction directe. C'était certainement le cas dans les premiers espaces manufacturiers du centre du capitalisme où les industriels forçaient femmes et enfants à travailler dans les usines et dans les mines, avides d'exploiter le faible coût de leur travail et leur soi-disant docilité. Payés une misère et contraints de longues heures de travail dans des conditions insalubres, ces ouvrières deviennent le symbole du mépris du capital pour les relations sociales et les capacités sociales qui sous-tendaient pourtant son productivité. Il en a résulté une crise sur deux plans. D'un côté, une crise de la reproduction sociale parmi les plus pauvres et la classe ouvrière, car leur capacité à l'autosuffisance et à la reconstitution était poussée à l'extrême. De l'autre côté, le sort d'un sentiment de panique au sein des classes moyennes, scandalisées dans leur morale par qu'elles considéraient être la destruction de la famille et la désexuation des femmes du prolétariat. La situation était si âpre que des critiques aussi perspicaces que Marx et Engels ont vu dans son conflit initial frontal entre la production économique et la reproduction sociale, le conflit final. Mais c'était une erreur. S'affigurant en effet que la crise du capitalisme était entrée dans sa phase terminale, ils étaient convaincus, puisqu'on assistait à la destruction de la famille de la classe ouvrière, que le système s'était aussi engagé dans l'éradication des fondements de l'oppression des femmes. Mais c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Avec le temps, les sociétés capitalistes ont trouvé des ressources pour gérer cette contradiction, en partie en créant la famille dans sa forme restreinte, moderne, en refaçant et intensifiant les différences de genre, et enfin en donnant une forme moderne à la domination masculine.
En Europe, dans le centre du capitalisme, le processus commença par l'adoption d'une législation protectrice envers femmes et enfants. Il s'agissait de stabiliser la reproduction sociale en limitant leur exploitation dans les usines. À la pointe de ce mouvement se trouvaient des réformateurs issus de classe moyenne et alliés aux organisations de travailleurs balbutiantes. Cette solution était le résultat d'un processus complexe d'unification de motivations hétéroclites. Un des objets, selon la célèbre formule de Karl Polanyi, était de défendre la société contre l'économie. Un autre but était d'apaiser l'angoisse liée à la suppression de la différence entre les genres. Mais il y avait autre chose d'étroitement associé à ces motivations. L'importance conférée à l'autorité masculine sur les femmes et sur les enfants, particulièrement au sein de la famille. En conséquence, la lutte pour assurer l'intégrité de la reproduction sociale se retrouva intimement liée à la défense de la domination masculine. En visant l'atténuation de la contradiction sociale dans le centre capitaliste, le capitalisme libéral inventait la femme au foyer. Dans ce nouvel imaginaire de genre, centré sur la séparation des sphères, la femme était présentée comme l'ange dans la maison. De cette manière, les instigateurs de cette vision s'efforçaient d'établir une institution solide et stabilisatrice face à l'instabilité de l'économie. Il fallait que l'univers impitoyable de la production soit flanqué d'un havre de paix. Et tant que chaque genre restait cantonné dans la sphère qui lui était assignée et se montrant complémentaire de l'autre, le conflit potentiel entre les deux domaines resterait contenu. En réalité, cette solution se révéla bien fragile. La législation protectrice ne permettait pas d'assurer la reproduction des classes ouvrières, alors même que les salaires se maintenaient en deçà de seuil permettant de subvenir aux besoins d'une famille. Les logements dans des immeubles surpeuplés et encrassés par la pollution interdisaient toute vie privée et favorisaient les maladies pulmonaires, alors que l'emploi lui-même était sujet aux fluctuations liées aux banqueroutes, crises de marché et panique financière. Les travailleurs ne se montraient finalement pas satisfaits de ce compromis. À la tête de la contestation pour obtenir des meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail, ils fondaient les syndicats, se mettaient en grève et gonflaient les rangs des partis socialistes et travaillistes. Déchiré par un conflit de classe de plus en plus fort et généralisé, l'avenir du capitalisme semblait alors bien peu assuré. Les sphères séparées étaient tout aussi problématiques. Les femmes des classes ouvrières, pauvres et racialisées, étaient dans l'incapacité de satisfaire des idéaux victoriens du foyer domestique. Si la législation protectrice les protégeait dans une certaine mesure de l'exploitation directe par le capital, il ne prévoyait pour elles aucune aide matérielle ou compensation pour la perte de rémunération. Et les femmes de classe moyenne, qui, elles, avaient les moyens de se conformer à l'idéal victorien, n'étaient pas plus satisfaites de leur situation, qui associait confort matériel et prestige moral à un statut légal de mineur et de dépendance institutionnalisée. Pour les deux classes sociales, la solution des sphères séparées était faite au détriment des femmes. Mais cela aboutit aussi à ce qu'elles entrent en confrontation les unes contre les autres. En témoignant les combats autour de la prostitution du XIXe siècle, où les préoccupations philanthropiques des femmes des classes moyennes se retrouvaient en conflit direct avec les intérêts matériels de leurs surdéchoués. Des dynamiques toutes différentes se déroulaient dans la périphérie.
En effet, le colonialisme extractif faisait des ravages sur les populations assujetties. Or, ni les sphères séparées, ni la protection sociale n'y avaient été institutionnalisées. Loin de chercher à défendre les relations indigènes de reproduction sociale, les métropoles s'acharnaient au contraire à les détruire. Les communautés paysannes étaient pilées et brisées afin de fournir produits alimentaires, textiles, minéraux, énergie à bas prix, sans quoi l'exploitation des ouvriers dans les métropoles n'aurait pas été rentable. Dans les Amériques, de même temps, les capacités reproductives des femmes esclaves étaient instrumentalisées afin de maximiser les profits de planteurs qui n'hésitaient pas à disloquer les familles des esclaves par la vente de leurs différents membres à plusieurs propriétaires. Les enfants de peuples amérindiens aussi étaient arrachés à leurs familles, embrigadés dans des écoles de missionnaires et assujettis à une discipline coercitive d'assimilation. Mais quand il fallait trouver des justifications à ces pratiques, il était bien utile de s'appuyer sur les arrangements dits archaïques patriarcaux des parentés des sociétés indigènes pré-capitalistes. Et dans ce cas encore, parmi les colonialistes, les mouvements philanthropiques féminins se firent entendre et réclamèrent que, selon la formule de Gayatri Spivak, les hommes blancs sauvent les femmes de couleur des hommes de couleur. Tant dans le centre que dans la périphérie, les mouvements féministes avançaient en terrain politique miné par le rejet de la mise sous tutelle des femmes et des sphères séparées, exigeant en parallèle le droit de voter, de se refuser sexuellement, d'accéder à la propriété, de conclure des contrats, d'exercer une profession, ainsi de gérer leur propre salaire. Les féministes dites libérales semblaient valoriser leur aspiration masculine à devenir indépendantes au détriment des idéaux féminins du soin à fournir des autres. Or, les féministes socialistes les rejoignaient sur ce point, considérant en effet que l'entrée des femmes dans le salariat était la voie royale pour accéder à l'émancipation. Elles aussi préféraient les valeurs masculines associées à la production plutôt que celles associées à la reproduction. Ces associations étaient, il va sans dire, tout à fait idéologiques, mais à la base, il y avait une conviction profonde, à savoir que, malgré les nouvelles formes de domination qu'elles engendraient, l'érosion des relations de parenté traditionnelles produites par le capitalisme était facteur d'émancipation. Prises au piège d'injonctions contradictoires, bien peu de féministes se retrouvaient dans l'un ou l'autre des deux éléments du double mouvement défini par Polanyi, ni dans celui de la protection sociale attachée à la domination masculine, ni dans celui de la marchandisation qui méprisait la reproduction sociale. N'étant pas capables d'adhérer à l'ordre libéral ni de le rejeter complètement, elles avaient besoin d'introduire un troisième élément à cette alternative. Elles le nommèrent émancipation. Dans la mesure où les féministes ont pu incarner de manière crédible ce terme, elles dynamitèrent le schéma dualiste polanien et le remplacèrent par ce que l'on pourrait appeler un triple mouvement. Dans ce conflit à trois protagonistes, les partisans de la protection et celles de la marchandisation, non seulement entrent en conflit les uns avec les autres, mais aussi avec les partisans de l'émancipation, avec les féministes bien sûr, mais aussi avec les socialistes, les abolitionnistes, les anticolonialistes, qui tous cherchaient à mobiliser avec soin l'une des forces polanyiennes contre l'autre. Bien que la stratégie d'alliance de
Ce cadre peut en théorie apparaître prometteuse, elle était très difficile à mettre en œuvre. Tant que les efforts pour protéger la société de l'économie se confondaient en effet avec la défense des hiérarchies de genre, l'opposition féministe à la domination masculine pouvait être interprétée comme un soutien aux forces économiques qui accablaient la classe ouvrière et les peuples de la périphérie. De manière peut-être surprenante, ces associations allaient perdurer même après que le capitalisme libéral s'est effondré sous les poids de ces multiples contradictions dans les affres des guerres inter-impérialistes, des dépressions économiques et du chaos financier global. Et ce système s'effondra effectivement, cédant la place à un nouveau régime au milieu du XXe siècle, que je nommerai capitalisme géré par l'État. Émergeant des cendres de la Grande Dépression et de la Deuxième Guerre mondiale, ce régime désamorça la contradiction entre production économique et reproduction sociale d'une toute autre manière. Le pouvoir étatique fut mobilisé du côté de la reproduction. En assumant une certaine responsabilité publique dans la protection sociale, l'État de cette époque cherchait à contrecarrer les effets corrosifs sur la reproduction sociale, non seulement de l'exploitation, mais aussi du chômage de masse. Cet objectif était celui non seulement des États-providence, des espaces centraux du capitalisme, mais celui également des États nouvellement indépendants en voie de développement de la périphérie, malgré les moindres capacités de ces dernières à l'atteindre. Encore une fois, les motivations étaient héroclites. Une strate formée des élites éclairées s'était peu à peu convaincue que les intérêts à court terme du capital pour faire des profits le plus rapidement possible devaient être subordonnés aux conditions permettant l'accumulation sur le plus long terme. Pour ces acteurs, il s'agissait de sauver le système capitaliste de ses propres tendances à l'autodéstabilisation, ainsi de l'éloigner du spectre de la révolution en un temps où il y avait des mobilisations de masse. La productivité et la recherche du profit exigeaient que soit mise en œuvre une biopolitique consistant à maintenir en bonne santé la main-d'œuvre ainsi qu'à l'éduquer, celle-ci trouvant donc son intérêt à ce que ce système existe, contrairement à ce qu'aurait désiré une populace de va-nu-pieds révolutionnaire. L'investissement public dans la santé, dans la scolarisation, dans l'aide à l'enfance et dans les retraites, avec la participation financière des entreprises, était perçu comme indispensable à cette époque où les relations capitalistes avaient pénétré la vie sociale à un tel point que la classe ouvrière n'avait plus les moyens d'assurer sa reproduction seule. Dans cette situation, la reproduction sociale devait être internalisée, intégrée dans le champ officiel de l'ordre capitaliste. Ce projet répondait aussi à la problématique nouvelle de la demande économique. Cherchant à écraser les cycles endémiques d'expansion et de crash du capitalisme, les réformateurs économiques cherchaient à assurer une croissance continue en permettant aux travailleurs vivant dans les espaces du centre de faire double emploi, en étant producteurs et consommateurs. Par leur acceptation des syndicats, instruments de la hausse des salaires, et la dépense publique, créatrice d'emplois, ces acteurs réinventèrent le foyer comme espace privé de consommation des objets de la vie quotidienne issus de la production de masse. En liant la chaîne d'assemblage au consumérisme familial de la classe ouvrière d'un côté et la reproduction mise en œuvre par l'État de l'autre côté, ce modèle dit fordiste donne naissance à une nouvelle synthèse de la marchandisation et la protection sociale.
ce que Polanyi considérait impossible car alliance d'éléments antithétiques. Mais c'était avant tout la classe ouvrière, hommes comme femmes, qui était à la pointe des luttes pour l'État, s'investissent, et ce, en ayant leur propre motivation. Il s'agissait pour eux et pour elles d'obtenir une citoyenneté pleine et entière dans la société démocratique, d'où leurs revendications pour qu'on leur accorde dignité, droit, respectabilité, bien-être matériel, tous éléments considérés comme liés à une vie de famille stable. En adhérant à la démocratie sociale, la classe ouvrière valorisait donc la reproduction sociale contre la dynamique dévorante de la production économique. En effet, les travailleurs votaient pour la famille, le pays et le monde de vie contre l'usine, le système et la machine. Contrairement à la législation protectrice du régime précédent, la politique de celle-ci était le résultat d'un compromis de classe et représentait une réelle avancée démocratique. Contrairement au régime précédent également, ce compromis permettait, en tout cas pour certaines personnes et pour un certain temps, de stabiliser la reproduction sociale. Pour les travailleurs de nationalité majoritaire des pays centraux, les pressions matérielles sur la vie de famille furent alléguées et en favorisant leur intégration politique. Mais avant de clamer que cette période était un âge d'or, il faut nous rappeler les exclusions constitutives qui avaient permis d'atteindre cet objectif. En effet, comme auparavant, la défense de la reproduction sociale dans le centre reposait sur le néo-impérialisme. Les régimes fordistes finançaient les protestations sociales en partie par la poursuite des expropriations de les périphéries, qui avaient perduré sous des formes anciennes et nouvelles, même après la décolonisation. Pendant ce temps, les États postcoloniaux, pris dans la tourmente de la guerre froide, utilisaient l'essentiel de leurs ressources, déjà amoindries par la prédation coloniale, pour réaliser de grands projets de développement qui souvent impliquaient l'expropriation de leur propre population indigène. La reproduction sociale, pour l'immense majorité dans la périphérie, demeurait donc externalisée, étant donné que les populations rurales étaient abandonnées à leur sort. Tout comme le régime l'ayant précédé, le régime guerrier pour l'État reposait sur des hiérarchies raciales. Les travailleurs domestiques et agricoles étaient exclus de l'assurance sociale états-unienne, peut-être c'est le même ailleurs, privant du même coup de nombreuses Afro-Américaines des prestations sociales. Et la division raciale du travail reproductif, initiée déjà à l'époque de l'esclavage, prit un nouveau visage avec le régime ségrégationniste qui le succéda. Dans ce contexte, les femmes de couleur exerçaient des emplois faiblement payés consistant à élever les enfants des familles blanches et à faire le ménage dans leur maison, délaissant par la même leurs propres enfants et leur propre foyer. Et la hiérarchie de genre n'était pas non plus absente de ce compromis. Dans cette période, allant grosso modo des années 30 jusqu'aux années 50, les mouvements féministes ne bénéficiaient guère de visibilité et personne, pour ainsi dire, ne remettait en cause l'idée selon laquelle la dignité de la classe ouvrière reposait sur le revenu familial, l'autorité masculine dans le foyer et un sens profond de la différence du genre. En conséquence de quoi, la tendance lors de ce capitalisme géré par l'État dans les pays du centre était de valoriser le modèle hétéronormatif, homme soutien de famille, femme au foyer, dans les familles genrées.
L'investissement public dans la reproduction sociale renforçait ces normes. Aux États-Unis, l'État-providence divise l'aide fournie non sans stigmatisation aux femmes et aux enfants pauvres qui n'avaient pas accès à un salaire masculin, des assurances sociales considérées comme respectables pour les travailleurs. A contrario, en Europe, la hiérarchie androcentrée était autre. Les allocations destinées aux mères étaient opposées aux prestations sociales liées au salaire, système favorisé le plus souvent par les injonctions natalistes nées de la compétition entre les États. Les deux modèles, même avec les différences, validaient, assumaient et encourageaient le revenu familial. En institutionnalisant une vision androcentrée de la famille et du travail, on naturalisait à la fois l'hétéronormativité et la hiérarchie des genres et on les excluait largement de la contestation politique. Dans toutes ces dimensions, la démocratie sociale sacrifiait l'émancipation au nom de l'alliance entre la protection sociale et la marchandisation, tout en parvenant à l'atténuer la contradiction sociale du capitalisme pendant de nombreuses années. Mais le régime capitaliste géré par l'État commençait à se déliter d'abord politiquement dans les années 60, lorsque la New Left, à l'échelle globale, s'est mis à dénoncer au nom de l'émancipation les exclusions de nature impérialiste, raciale et de genre qui perduraient dans ce régime, ainsi que son paternalisme bureaucratique. Puis économiquement, dans les années 70, quand la stagflation, la crise de la productivité et le déclin des profits manufacturiers revigorèrent les néolibéraux dans leurs efforts pour désentraver la marchandisation. L'union des forces de ces deux protagonistes devait-elle se faire? Cela mènerait au sacrifice de la production sociale. Comme le régime libéral avant lui, l'ordre capitaliste géré par l'État cédait la place à un nouveau régime, le capitalisme financiarisé de l'époque actuelle. Mondialisé et néolibéral, ce nouveau régime pousse l'État à se désinvestir de la protection sociale tout en intégrant les femmes dans la main-d'œuvre salariée. Ainsi, on assiste à un double processus avec, d'un côté, l'externalisation du travail du care vers les familles et les communautés sociales, et de l'autre côté, l'affaiblissement de leur capacité à fournir le soin. Il en résulte une nouvelle organisation duale de la reproduction sociale, marchandisée pour ceux qui ont le moyen de le payer et familiarisée pour ceux qui ne le peuvent pas, certains des membres de la seconde catégorie fournissant le soin à certains des membres de la première contre un faible salaire. Dans le même temps, les coups portés à la fois par la critique féministe et la désindustrialisation ont définitivement dépouillé de toute crédibilité le revenu familial comme idéal. À cet idéal s'est d'ailleurs substituée la norme plus moderne de la famille à deux revenus. Le principal moteur de cette évolution du capitalisme et le trait caractéristique du régime actuel, c'est la dette. La dette est l'instrument par lequel les institutions financières mondialisées font pression sur les États pour réaliser des coupes claires dans les dépenses sociales, pour imposer l'austérité et plus généralement pour agir de concert avec les investisseurs afin d'extraire de la valeur des populations sans défense. C'est aussi largement par le biais de la dette que les paysans du Sud mondialisé sont dépossédés de leurs terres au moment où, à nouveau,
les grandes entreprises accaparent les terres pour s'assurer l'accès aux ressources énergétiques, à l'eau, aux terres arables et aux mécanismes de compensation carbone. C'est aussi de plus en plus souvent à travers la dette que l'accumulation se poursuit dans le centre historique du capitalisme, à mesure que les emplois de services mal payés et précaires remplacent le travail industriel protégé par la négociation syndicale. Les salaires tombent en dessus des coûts socialement incompressibles de la reproduction. Dans cette économie de petits boulots, le maintien des dépenses de consommation impose d'accroître la dette des consommateurs. En d'autres termes, c'est de plus en plus à travers la dette qu'aujourd'hui le capital se nourrit du travail, discipline les États, transfère la richesse depuis la périphérie vers le centre, extrait de la valeur des foyers, des familles, des communautés et de la nature. Il en résulte une exacerbation de la contradiction intrinsèque du capitalisme entre production économique et reproduction sociale. Alors que le régime précédent avait habilité les États à subordonner les intérêts à court terme des entreprises privées aux intérêts à long terme de l'accumulation durable, en partie en stabilisant la reproduction grâce à l'investissement de la puissance publique, dans le régime actuel, on admet que la finance discipline État et peuple au nom des intérêts immédiats des investisseurs privés, y compris en requérant un dévestissement de l'État de la reproduction sociale. Et alors que le régime précédent avait noué l'alliance de la marchandisation et de la protection sociale contre l'émancipation, le régime actuel prend une tournure plus perverse encore avec l'union des forces de l'émancipation et de la marchandisation contre la protection sociale. Ce régime a émergé au moment où deux ensembles distincts de luttes ont fini par se croiser. Le premier ensemble opposait dans les pays du centre, d'un côté une faction en pleine ascension du partisan du libre marché inclin à libéraliser et mondialiser l'économie capitaliste, et de l'autre côté, les mouvements des travailleurs sur le déclin, autrefois base la plus solide de la démocratie sociale, mais qui sont obligés désormais d'adopter une attitude défensive. La seconde ensemble de luttes opposait les nouveaux mouvements sociaux progressistes contestant les hiérarchies de genre, de sexe, de race, ethnicité et de religion, à des populations qui cherchaient à défendre le monde de la vie et leurs privilèges, menacés désormais par le soir d'un certain cosmopolitisme de la nouvelle économie. Quand ces différentes luttes se croisèrent, leur collision produisit un résultat inattendu, c'est-à-dire la naissance d'un néolibéralisme progressiste qui célèbre la diversité, la méritocratie et l'émancipation, mais qui prône parallèlement le démantèlement de la protection sociale et la réexternalisation de la reproduction sociale. La conséquence en est non seulement l'abandon des populations sans défense au capital prédateur, mais encore la redéfinition de l'émancipation en termes de marché. Les mouvements pour l'émancipation ont participé à ce processus. Tous, y compris l'antiracisme, le multiculturalisme, les mouvements de libération LGBT et l'écologie, ont donné naissance à des courants néolibéraux favorables au marché. Mais c'est la trajectoire féministe qui s'est révélée particulièrement lourde de conséquences, étant donné l'implication historique entre genre et reproduction sociale dans le capitalisme. Comme chacun de des régimes précédents, le capitalisme financiarisé institutionnalise la division production-reproduction sur une base de genre.
Contrairement au régime précédent, toutefois, son imaginaire est dominé par l'individualisme libéral et l'égalitarisme de genre. Les femmes sont considérées comme égales aux hommes dans tous les domaines, ayant le droit de l'égalité des chances pour exercer leur talent, y compris et peut-être surtout dans la sphère de la production. À l'opposé, la reproduction apparaît comme une scorie du passé, un obstacle à l'amélioration de la condition féminine qu'il faut éliminer d'une manière ou d'une autre pour progresser vers l'émancipation totale. Malgré, ou peut-être à cause de son aura féministe, cette conception illustre au mieux la forme actuelle de contradiction sociale du capitalisme qui atteint un nouveau paroxysme. Non content de diminuer l'investissement de l'État tout en intégrant des femmes dans le travail salarié, le capitalisme financiarisé a aussi réduit les salaires réels, ce qui oblige les membres du foyer à augmenter le nombre de leurs heures travaillées et ce qui les pousse à une course effrénée pour se décharger sur d'autres des activités de care. Pour combler ces déficits du care, ce régime emploie dans les pays plus riches des travailleurs migrants qui ont fait venir des pays plus pauvres. Sans surprise, ce sont les femmes racialisées et ou issues du monde royal pauvre qui prennent en charge le travail reproductif et de soins qui étaient auparavant assurés par les femmes plus privilégiées. Mais pour ce faire, les immigrés doivent transférer leur propre responsabilité familiale à des travailleurs de care encore plus pauvres, qui doivent à leur tour faire de même, et ainsi de suite dans des chaînes du care mondialisées aux ramifications toujours plus étendues. Loin de combler le déficit du care, l'effet tangible est en fait son déplacement des familles plus riches vers les familles plus pauvres, du nord mondialisé vers le sud mondialisé. Ce scénario correspond bien aux stratégies de genre des États postcoloniaux, désargentés, endettés, contraints à l'adoption d'ajustements structurels. À la recherche désespérée de devises, certains de ces États ont activement favorisé l'immigration des femmes pour qu'elles assurent à l'étranger des activités rémunérées du care et ainsi bénéficier de leur transfert d'argent. Tandis que d'autres États ont courtisé les investisseurs étrangers en établissant des zones d'activité tournées vers l'export, zones où s'installent souvent des industries telles que le textile ou l'assemblage électronique qui emploient de manière privilégiée des femmes. Dans ces deux cas, les capacités de reproduction sociale en périphérie subissent un processus de compression supplémentaire. Deux développements récents aux États-Unis illustrent la gravité de la situation actuelle. Le premier est la popularité croissante de la congélation d'ovules, une procédure coûtant normalement $10,000, mais qui est offerte à leurs employés femmes hautement qualifiées par des entreprises de l'informatique comme un des avantages négociés dans le contrat. Désireuses d'attirer et de garder ces employés, des firmes comme Apple ou Facebook les gratifiaient ainsi d'une forte incitation à décaler leur grossesse. En substance, le message est le suivant. Attendez d'avoir 40, 50, voire 60 ans pour avoir des enfants. Consacrez-nous vos années les plus productives, les années où vous avez le plus d'énergie. Un second développement aux États-Unis est tout autant symptomatique. C'est la prolifération d'appareils mécaniques high-tech et très coûteux pour tirer le lait maternel. Voilà la solution qu'on adopte dans un pays où il y a un taux d'emploi élevé des femmes,
où il n'y avait pas de congé maternel ou parental rémunéré obligatoire et où l'on est amoureux de la technologie. C'est aussi un pays où l'allaitement est de rigueur. Mais cela n'a plus rien à voir avec ce qui était par le passé que d'allaiter un enfant. On ne fait plus téter le sein à son enfant. On allaite désormais en tirant son lait mécaniquement et en faisant des stocks pour que le NANU puisse ensuite donner le biberon au bébé. Dans le contexte actuel de pénurie chronique de temps, les appareils à double coque fonctionnant en kit main libre sont ceux qui sont le plus recherchés, car ils permettent de tirer le lait de deux seins en même temps, tout en conduisant sa voiture sur la voie rapide. Mais je ne bois pas, ça existe, en route pour le travail. Alors, au vu de ces pressions actuelles, est-il surprenant que les luttes autour de la reproduction sociale aient éclaté ces dernières années? Les féministes du Nord disent souvent que le cœur de leurs revendications se trouve dans l'équilibre entre la famille et le travail. Mais les luttes autour de la reproduction sociale incluent bien plus de domaines, entre autres les luttes citoyennes et des communautés locales menées pour le logement, la santé, la sécurité alimentaire et le revenu de base inconditionnel, pour la défense des droits des migrants, des travailleurs domestiques, des salariés du secteur public, pour la sécurité d'emploi, le droit d'un salaire décent et à de bonnes conditions de travail et à la dignité pour ceux qui fournissent les soins dans les établissements soins privés, cliniques, crèches, maisons de retraite qui opèrent pour un profit. Pour la défense des services publics, tels que les garderies, et pour l'adoption des congés maternité et parentaux dignes qui permettent à tous, quelle que soit sa classe sociale, son genre, sa sexualité ou sa couleur, de mener de front à la fois des activités reproductives et un travail stable, épanouissant et bien rémunéré. Ces luttes autour de la reproduction sociale sont aussi centrales dans le contexte actuel que celles qui concernent la production économique. Et elles se sont avant tout la réponse à une crise de care ancrée dans les dynamiques structurelles du capitalisme financier. Mondialisé et porté par la dette, ce capitalisme pile systématiquement les capacités permettant le maintien des liens sociaux. En proclamant le nouveau idéal plus moderne de la famille à deux revenus, il attire dans son camp les mouvements pour l'émancipation qui s'allient alors aux adeptes de la marchandisation, contre les défenseurs de la protection sociale qui, à leur tour, se tournent vers le ressentiment et le chauvinisme. Que pourrait-il donc sortir de cette crise? La société capitaliste s'est réinventée à plusieurs reprises au cours de son histoire, particulièrement lors des crises générales, lorsque de multiples contradictions politiques, économiques, socio-reproductives, écologiques s'encroisent et s'exacerbent réciproquement. Dans ces moments-là, des luttes de frontières ont alors éclaté aux jointures des différentes institutions constitutives du capitalisme, là où l'économie rencontre le politique, là où la société rencontre la nature, où la production rencontre la reproduction. Les acteurs sociaux se sont confrontés sur ces frontières pour redessiner la carte institutionnelle de la société capitaliste, d'où le glissement du capitalisme libéral au XIXe siècle vers le capitalisme géré par l'État du XXe, jusqu'à donner naissance au capitalisme financiarisé de l'époque actuelle. En outre, la contradiction sociale du capitalisme est historiquement une composante essentielle dans les dynamiques menant à la crise. Dans chacune des crises successives,
La frontière séparant la reproduction et la production s'est imposée comme l'un des lieux et des enjeux centraux dans les luttes sociales. À chaque fois, par conséquent, l'ordre de genre de la société capitaliste a été contesté. Enfin, l'issue de chacune de ces crises a été liée au jeu des alliances entre les trois pôles principaux d'un triple mouvement, c'est-à-dire marchandisation, protection sociale, émancipation. Ces dynamiques sont le moteur du glissement du modèle des sphères séparées à celui du revenu familial d'abord, puis vers celui de la famille à deux revenus. Qu'en est-il de la situation actuelle? Les contradictions du capitalisme financiarisé sont-elles assez fortes pour qu'on puisse parler de crise générale et nous faut-il donc nous attendre à une nouvelle mutation de la société capitaliste? La crise que nous connaissons aujourd'hui enflammera-t-elle les luttes au point qu'elles atteignent une ampleur et une vision suffisant à transformer le régime actuel? Une nouvelle forme du féminisme socialiste pourrait-elle réussir à mettre un terme à la romance entre le mouvement féministe mainstream et la marchandisation par une alliance nouvelle entre émancipation et protection sociale? Et si cela se produisait, dans quel but? Comment pourrait-on réinventer la division production-reproduction aujourd'hui? Et quel modèle pourrait remplacer celui de la famille à deux revenus? Rien de ce que je viens de développer ne permet directement d'apporter une réponse à ces questions, malheureusement. Mais en jetant les fondations sur lesquelles reposent ces interrogations, je me suis efforcée d'éclairer quelque peu la conjoncture dans laquelle nous vivons. Plus précisément, j'ai voulu expliquer que les racines de la crise actuelle du care sont à chercher dans la contradiction sociale intrinsèque au capitalisme, ou mieux, dans la forme exacerbée que ces contradictions revêtent aujourd'hui dans le contexte du capitalisme financiarisé. Si cette interprétation est correcte, cette crise ne sera pas alors résolue en bricolant la politique sociale. La solution à cette crise ne pourra se faire qu'en empruntant le chemin d'une profonde restructuration de l'ordre social actuel. Ce qui est nécessaire avant tout, c'est de mettre un terme à la soumission de la reproduction à la production que le capitalisme prédateur a réalisé, mais cette fois sans sacrifier l'émancipation. Par voie de conséquence, il faut réinventer cette distinction et réimaginer l'ordre de genre. Reste à voir si l'issue de ce processus pourra encore être compatible avec le capitalisme. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Nancy Fraser. Ces applaudissements vous montrent comme ce bel exemple de philosophie de l'histoire, une belle tradition hegelienne, ont su captiver notre audience. Je crois que nous sommes tous convaincus désormais que les frontières entre production et reproduction sociale sont des enjeux essentiels pour les transformations de nos sociétés et que si vous ne nous avez pas apporté des réponses complètes, vous nous avez aidé à formuler les questions et que c'est évidemment ce qui est le plus important. Merci à tous. Je vous invite tous à passer dans les salons qui sont au premier étage, en haut de l'escalier.
Et je profite de cette occasion pour remercier le recteur François Veil qui nous accueille dans son palais, une fois de plus. Merci à tous. Et je vous souhaite